Donc aujourd'hui, la première donc de cette réunion avec H2O Lyon, les pieds dans l'eau, du labo au terrain, partageons nos savoirs. Donc en fait, aujourd'hui, on va avoir l'intervention de 4 chercheurs qui vont pouvoir faire état de leurs avancées et vous exposer leurs travaux, bien sûr, et puis vous pourrez poser des questions. Donc c'est un format court, c'est-à-dire que les interventions sont très rapides. Hein, on a calibré ça en 35 minutes, c'est un peu ma thèse en 180 secondes, mais en plus de 180 secondes. Hein, on essaie de garder un format court pour pouvoir faire une introduction au sujet. Hein, il y a 4 sujets différents. Au niveau du programme, hop, juste pour rappeler, donc voilà, on a à peu près des gens de toute la France, et à peu près la moitié de chercheurs et la moitié donc, de gestionnaires de rivières, de bassins versants. Donc c'est assez équilibré au niveau des publics. Ça fera, j'espère, des échanges intéressants. Eh bien, c'est parti. Alors, notre première intervention, c'est Perrine. Bien, bonjour à tous, je suis Perrine DeVos, je suis doctorante en deuxième année à INRAE et plus particulièrement au sein de l'unité de recherche Réversal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de stations d'épuration, d'eau résiduaire urbaine et des ressources qu'elles contiennent. Alors si je commence ma présentation par vous parler de pénurie des ressources dans le monde, je crois qu'on serait tous capables de citer le pétrole, l'eau potable, mais saviez-vous que le phosphore faisait également partie des ressources les plus critiques dans le monde ? En effet, c'est une ressource qui est non essentielle à l'agriculture mondiale et qui est non substituable. Malheureusement, l'extraction des roches phosphatées, les mines s'épuisent et donc, du coup, il faut trouver une solution pour le valoriser. Ce n'est pas l'unique ressource qui constitue nos engrais, il y a également l'azote et le potassium. La première bonne nouvelle, c'est qu'une solution pour valoriser nos nutriments se trouve au niveau de nos eaux usées. Par ailleurs, il a été calculé que si nous pouvions récupérer la globalité de nos nutriments dans les eaux résiduaires urbaines, nous pourrions couvrir environ 13% de la demande mondiale. La deuxième bonne nouvelle, c'est que d'un point de vue assainissement, on est aujourd'hui dans un contexte d'évolution de la station d'épuration vers la station de récupération des ressources de l'eau. Cette STAR, donc, elle aura plus uniquement pour objectif de garantir la qualité des eaux traitées, donc pour préserver le milieu dans lequel les eaux traitées sont rejetées. Elle aura également un objectif de valorisation du contenu énergétique des eaux usées. Alors ça, on a déjà un bel exemple en développement, c'est celui du procédé de méthanisation des boues d'épuration qui va permettre de valoriser le carbone des eaux usées à travers un biogaz qui est valorisable. Et puis, la STAR aura également un objectif de valorisation des ressources. Et dans le cadre de ma thèse, on va plutôt s'intéresser à la valorisation des nutriments et notamment du phosphore et de l'azote. Alors, la question qu'on se pose, c'est maintenant comment le récupérer sur la station d'épuration. Première étape, où est-ce qu'on peut le récupérer sur la station ? Je vous propose de regarder ensemble un schéma d'une station d'épuration plutôt conventionnelle. Alors, on est plutôt sur un schéma de type grosse station d'épuration avec une capacité supérieure ou égale à 100 000 équivalents habitants. Sur cette station, donc, les eaux résiduaires urbaines rentrent. Elles vont subir des étapes de pré-traitement de type dégrillage, désulage, dessablage. On va avoir un premier traitement de décantation primaire, puis un traitement biologique. Le tout est ensuite envoyé vers des clarificateurs, puis les eaux usées les eaux traitées, du coup, maintenant, sont rejetées dans le milieu naturel, qui peut être le fleuve, la rivière ou la mer. Les étapes de décantation primaire et le traitement biologique produisent des boues. La boue primaire est donc ensuite épaissie, la boue biologique est épaissie. Ces deux boues sont envoyées vers un digesteur anaérobie qui va donc produire à partir des boues un biogaz valorisable. À la sortie du digesteur, les boues qu'on appelle boues digérées sont déshydratées, puis ces boues déshydratées sont évacuées de la station. Les procédés d'épaississement et de déshydratation des boues produisent des flux que l'on appelle flux secondaires et qui correspondent à la phase liquide des boues. Ces flux sont ramenés sur la fibre principale de traitement des eaux. Ils ont la particularité d'être très chargés en azote et en phosphore. Sur station, ils peuvent plutôt avoir un impact négatif puisqu'ils vont peut-être détériorer la qualité des eaux, puisque c'est un flux qui est très chargé et qui arrive donc au niveau du traitement biologique et qui donc est à nouveau à traiter. Il peut également avoir un impact négatif au niveau de la consommation énergétique de la steppe et de la quantité de réactifs chimiques utilisés. Mais en même temps, puisqu'ils sont très concentrés, ils constituent une bonne opportunité de valorisation de l'azote et du phosphore. Est-ce qu'il existe donc des procédés déjà pour aller traiter ou valoriser ces flux secondaires et donc traiter ou valoriser l'azote et le phosphore sur ces flux secondaires? Il en existe une multitude qu'on peut trouver dans la littérature qui est développée à différentes échelles. Ce sont des procédés biologiques et physico-chimiques,
qui vont être développés de l'échelle labo et industrielle. Alors, au labo, on va surtout trouver des systèmes bioélectrochimiques. Ensuite, à échelle pilote, on peut commencer à trouver des résines échangeuses d'ions, des cultures de microalgues ou des procédés membranaires. Mais dans le cadre de ma thèse, je vais surtout m'intéresser à des procédés à échelle industrielle. Et donc, à échelle industrielle, il existe un procédé qui est la précipitation du phosphore sous forme de struvite. Vous l'avez, la struvite, donc c'est la photo avec les granules blanches, qui est donc un précipité, donc, qui est un engrais qui peut être valorisé. On peut également avoir un procédé de stripping de l'azote. Donc, on passe l'azote sous forme gaz, puis on l'absorbe sur un acide sulfurique afin de produire du sulfate d'ammonium, qui est un engrais qui peut être lui également valorisable. Et puis, on a également un procédé de traitement de l'azote qu'on appelle Anamox. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il serait systématiquement intéressant d'aller installer sur ces stations ce type de procédé? C'est là que la thèse intervient et on va chercher à répondre à ces questions. Le but de la thèse va donc être de définir des critères qui vont permettre d'éclairer le choix pour savoir si oui ou non il faut installer un procédé de traitement ou valorisation des flux secondaires sur ces flux pour traiter ou non l'azote et le phosphore, puisque bien évidemment, il faut que cela ne détériore pas les performances de la station. Il faut que ça ait un sens au niveau de la consommation énergétique. Et donc, pour répondre à cet objectif, dans la thèse, il y a deux parties. Donc, concrètement, au jour le jour, j'ai une partie caractérisation où je vais sur station et je vais faire des prélèvements justement sur les flux secondaires que j'analyse ensuite au laboratoire. Et puis, il y a une deuxième partie qui est une partie modélisation où là, je vais modéliser l'intégralité de ma station d'épuration et puis je vais regarder l'impact que pourrait avoir un procédé de valorisation ou de traitement de l'azote et du phosphore, quel impact ça va avoir sur les performances de ma station d'épuration. Encore une fois, des performances globales, consommation énergétique, consommation de réactifs chimiques de la station d'épuration, mais également les opportunités de valorisation de l'azote et du phosphore à ce niveau-là. Voilà, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Si vous avez vous aussi un intérêt pour la récupération des nutriments au niveau des eaux usées, n'hésitez pas à me contacter. Il y a l'adresse mail qui doit s'afficher à l'écran et je suis à votre écoute pour vos questions et vos remarques. Merci. Oui, donc on va commencer le temps des questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat et puis Elisabeth et Claire-Lise de H2O Lyon les retransmettront. Il y a une première question donc de Morane de la métropole qui demande quand est-ce que les résultats seront disponibles. Alors, du coup, je suis en deuxième année de thèse. La thèse finira fin 2022, donc je dirais à peu près fin 2022, voilà, pour les résultats. Il y a une deuxième question sur la pénurie en phosphate. À quel horizon on risque une réelle pénurie? Alors, il y a plusieurs estimations. Généralement, la littérature va se tuer. Alors, quand on est le plus pessimiste, c'est 50 ans et quand plus optimiste, c'est 100, 150 ans. Donc, à l'échelle d'un siècle, je dirais. En moyenne, c'est autour de 100 ans. J'ai une question sur quel est le risque par des contaminations bactériologiques virales. Est-ce que c'est au niveau des engrais qui seront produits, enfin de la valorisation de l'azote et du phosphore, parce que je n'ai pas compris à quel niveau il pourrait y avoir une contamination. J'imagine que ça pourrait être au niveau des engrais qui sont produits sur la station, donc à savoir où la struvite ou le sulfate d'ammonium qui est produit. Alors là, il a été montré en fait dans la littérature que au niveau de la précipitation, il n'y a pas en fait, il y a une destruction en fait des agents pathogènes à ce niveau-là. En tout cas, la struvite ne récupère pas les agents pathogènes dans l'eau. Et en plus de ça, la struvite est de toute façon séchée par la suite. Et donc, le séchage va encore minimiser ce risque de contamination. Et puis, pour le sulfate d'ammonium, c'est pareil au niveau du stripping d'azote et derrière de l'absorption sur acide sulfurique. Étant donné qu'on a des pH extrêmes et qu'il va y avoir aussi des températures plus élevées, il n'y a pas de risque au niveau des contaminations bactériologiques sur la récupération de l'azote et du phosphore au niveau des procédés de récupération sous forme de struvite et sous forme de sulfate d'ammonium. Ensuite, pour la modélisation, comment vous allez procéder? Une question de Aude Ratier. Donc, pour la modélisation, je travaille avec une équipe de recherche également qui est en Espagne avec ma directrice de thèse à Reversal à Lyon. On modélise la station d'épuration via des librairies de modèles qui sont disponibles, qui vont coupler des phénomènes de la biocinétique avec des phénomènes physico-chimiques. Ces librairies sont déjà
beaucoup disponibles. Notamment, je vais partir bientôt en Espagne et ce partenariat-là, il a été aussi permis grâce à H2O Lyon qui finance aussi une partie de ma mobilité. Et puis, on va, au niveau de la modélisation, donc on va chercher à modéliser les procédés sur cette station dans sa globalité et regarder les performances. Je ne sais pas s'il y a des questions plus précises au niveau de la modélisation. C'est plutôt des aspects de méthodologie derrière, ou voilà, à quel niveau se situer la question. N'hésitez pas à rebondir ou après on peut en discuter par ailleurs sur le chat ou en plus en précision. Et pour les résultats de tests sont disponibles en ligne, donc ce n'est pas une testif, donc il n'y a pas de protection particulière. Donc, a priori, il n'y aura pas de problème pour diffuser les résultats de la thèse à la fin de la thèse. Et la thèse sera disponible en ligne. Une question sur est-ce qu'il y a des tests grandeur nature en France ou ailleurs? Alors, ces procédés de valorisation de l'azote et de phosphore, donc surtout les procédés que j'ai décrits à échelle industrielle, ils existent déjà peu en France, mais quand même à l'international, il y a quand même pas mal de stations qui ont déjà développé ces procédés-là. Après, les questions qu'on se pose, c'est surtout est-ce que ça a un réel impact positif sur les performances de la station? Est-ce que ce n'est pas juste l'objectif d'essayer de valoriser du phosphore? Est-ce que voilà, dans la globalité, ça a un sens? Mais oui, il y a déjà eu des tests à grandeur nature de récupération du phosphore sous forme de struvite et de récupération d'azote également. Et du coup, il y a une question un peu complémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédés pour valoriser les boues de manière plus brute et éviter un process supplémentaire? Les boues, donc ça, j'ai pas précisé dans mon schéma, quand elles sortent de stations d'épuration, elles peuvent être par exemple épandues, elles peuvent également être envoyées sur des unités de compostage. Donc, je pense que quand on parle de manière plus brute, on parle plutôt de ce type de procédé-là. C'est en effet des procédés qui sont déjà utilisés. Là, ce qu'on cherche, en plus de la valorisation de l'azote au phosphore, c'est aussi d'améliorer les performances de la station. Comme j'expliquais sur mon schéma, c'est des flux qui sont très concentrés et quand ils sont ramenés sur la file principale de traitement de l'eau, ils peuvent avoir vraiment un impact négatif sur la station. Ça peut vraiment faire, en fait, au niveau du procédé biologique, on consomme de l'oxygène qu'on considère en termes de consommation énergétique. On peut vraiment avoir une augmentation et puis on peut également détériorer surtout la qualité aussi des eaux traitées. Donc, ce qu'on va chercher également avec ce procédé supplémentaire, ce n'est pas juste la valorisation, c'est également améliorer les performances de la station, améliorer la qualité également des eaux traitées en sortie de station. Donc, quelque part, voilà, la valorisation brute des boues, elle est possible, mais elle n'empêchera pas ce flux secondaire d'être produit puisqu'on va chercher à déshydrater les boues. Et donc, il y a quand même un problème qui est ce flux très concentré sur station à gérer et donc à chercher à traiter pour, encore une fois, améliorer aussi les performances de la station. Il y a encore deux questions, et puis on pourra peut-être ensuite passer à la suite. Quel est l'abattement en phosphore en sortie de station et quelle est l'augmentation du rendement gagné? Alors, quel est l'abattement? Je ne sais pas si on parle au niveau du procédé, par exemple, de struvite sur en soi le flux, qui lui est capable, une fois qu'il est installé sur le flux secondaire en sortie, il va être capable d'abattre environ 80% du phosphore sur ce flux-là. Après, en sortie d'expiration, la norme à atteindre, elle est dépendante en fait des zones en fait, sensibles ou non. Il n'y a pas encore forcément en France partout des normes au niveau du rejet en phosphore. Et quand il y en a, on est plutôt de l'ordre du 1 mg par litre. Et du coup, quelle est l'augmentation du rendement gagné? Là, c'est pareil, je sais quelle est l'augmentation du rendement global de la steppe sur phosphore et sur azote. J'imagine que là, la question, ça sera combien le procédé va faire gagner sur le rendement global. Là, j'avoue que je n'ai pas encore de chiffres à annoncer. Je pense que les outils de modélisation permettront d'avoir une idée plus précise là-dessus. En tout cas, sur le procédé spécifique, donc juste sur le flux secondaire, ils sont capables de, comme je l'ai dit, donc que ça soit pour l'azote et le phosphore, de traiter environ 80% de la charge phosphore et azote. Après, combien ce procédé va permettre de faire gagner à l'échelle de la station d'épuration? Je n'ai pas encore de chiffres à annoncer là-dessus et ça sera plutôt sur les résultats de fin de thèse. Merci beaucoup. On va passer à l'intervention suivante avec Héloïse.
Et si vous avez des questions, vous pouvez poser par mail à Perrine. Vous avez bien vu son mail dans le PowerPoint. Perrine, tu peux arrêter de partager ton écran, s'il te plaît? Merci. Héloïse, à ton tour. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Hop. Essaye de partager ton écran. Parfait. Bah, écoute, tu as la main. C'est parti pour 5 minutes. À bientôt. Ok, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Héloïse Verdier et je suis en 3e année de thèse CIFRE, c'est-à-dire une thèse en partenariat avec des laboratoires académiques et un partenaire industriel. Donc, pour cette thèse, je travaille avec 4 laboratoires qui sont le LENA, l'INRAE, l'ICBMS et Mathéis à Lyon et la société Eurofins Hydrobiologie France. Et ce travail est financé aussi par l'ANRT et l'Office français de la biodiversité. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse qui porte sur le suivi de la biodiversité aquatique par capteurs à ADN environnementaux. Donc, imaginez qu'à partir de cette simple goutte d'eau, nous puissions détecter n'importe quel organisme vivant. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible avec l'ADN environnemental. En effet, tous les êtres vivants relarguent ou laissent des traces d'ADN dans leur environnement, que ce soit par les cellules de la peau qui se décrochent, par exemple, le mucus ou encore les déjections. Ces masses de cellules qui se retrouvent dans l'environnement font se dégrader au cours du temps et relarguer leur matériel génétique sous forme de plus petits fragments d'ADN. L'ensemble de ces particules, ces cellules, ces fragments d'ADN forment ce qu'on appelle l'ADN environnemental et se retrouvent donc dans l'eau, dans les sédiments ou encore dans le sol. Et donc, ce sont ces particules que l'on va récupérer dans les différents compartiments, donc comme je disais, l'eau, les sédiments par exemple, et qui vont nous permettre d'identifier, de détecter les espèces. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il faut tout d'abord extraire l'ADN de ce qu'on appelle l'échantillon environnemental, donc par exemple dans notre cas l'eau. Donc, on extrait l'ADN à partir d'un échantillon d'eau. Et ensuite, on va venir donc sur cet ADN cibler une petite région de cet ADN que l'on appelle barcode. Ce barcode va être séquencé, donc il va être analysé, et ce barcode va être confronté à une base de données qui renferme l'intégralité des barcodes des êtres vivants. Donc une fois que notre région d'ADN, donc notre barcode, correspond à un barcode de cette base de données, eh bien, nous pouvons identifier l'espèce à partir de son ADN. Donc ce processus est réalisable sur une espèce en particulier, c'est ce qu'on appelle le barcoding de l'ADN, ou sur plusieurs espèces simultanément, c'est ce qu'on appelle le métabarcoding de l'ADN. Donc depuis ces 10 dernières années, l'ADN environnemental, son utilisation a vraiment explosé et a un peu révolutionné la façon dont on étudie la biodiversité. Et c'est utilisé aujourd'hui, par exemple, pour détecter des espèces très rares ou difficiles à collecter, mais aussi pour étudier des communautés entières. Mais comme toute méthode récente, il y a encore des difficultés. Notamment, une grande difficulté, c'est de collecter cet ADN dans l'environnement, en particulier dans l'eau, parce que vous pouvez imaginer qu'un fragment d'ADN, c'est extrêmement petit et c'est en faible quantité. Donc, il va être parfois difficile de le récupérer en grande quantité. Donc, la méthode qui est communément utilisée aujourd'hui pour récupérer l'ADN environnemental dans l'eau est la filtration. Mais cette méthode comporte de nombreux inconvénients. Donc, comme vous pouvez le voir, elle nécessite un matériel qui est très spécifique et qui peut être encombrant, difficile à manipuler. Et elle nécessite donc de filtrer de grandes quantités d'eau qui peuvent aller jusqu'à 50, voire 100 litres même dans les milieux marins, ce qui n'est pas forcément faisable dans certains milieux naturels. Donc moi, pendant ma thèse, je développe un outil passif et simple à utiliser pour collecter l'ADN environnemental dans l'eau. Donc, il s'agit d'un capteur passif à ADN environnemental, donc imprimé en 3D, c'est l'objet que vous pouvez observer sur l'image. Donc, c'est un capteur qui a été fabriqué à partir d'une résine en hydroxyapatite. Donc, l'hydroxyapatite, c'est un minéral naturel qui a la faculté d'accumuler l'ADN naturellement et de le protéger contre la dégradation. Donc, grâce à l'impression 3D, on a pu imprimer des objets, donc des échantillonneurs en 3D, dont la forme et la géométrie ont été optimisées pour collecter l'ADN dans l'environnement. Donc, l'utilisation de ces capteurs est très simple.
l'objectif, c'est qu'il puisse être utilisé par le plus de monde possible, que ce soit des étudiants, des opérateurs, des chargés de mission, etc. Et dans des milieux très variés. Donc jusqu'à présent, j'ai testé les capteurs en laboratoire. Donc c'est-à-dire que j'ai mis des capteurs en présence d'ADN variés, donc de l'ADN artificiel, mais aussi des organismes vivants. Et j'ai pu montrer que ces capteurs étaient très prometteurs, c'est-à-dire qu'ils captent des grandes quantités d'ADN dans un laps de temps très, très réduit. Donc ça, c'était vraiment un résultat très, très intéressant. Mais le problème auquel je suis confrontée aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de variabilité, c'est-à-dire que les rendements sont très bons, mais peuvent être variables. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre l'origine de cette variabilité donc de captation d'ADN et puis d'optimiser le procédé. Donc la prochaine étape sera de les déployer en milieu naturel dans des écosystèmes extrêmement variés pour faire un test à grande échelle. Donc, si vous voulez en savoir plus et savoir comment vous pouvez participer à l'avancée de ces travaux, eh bien, je vous invite à me contacter à l'adresse mail suivante. Je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci, tu as tenu les 5 minutes parfait. Donc, on va entamer le temps des questions-réponses. Allez-y, je vous laisse. Alors, on a déjà une première question. Pourquoi quelques centilitres ne suffisent pas? Pour collecter de l'ADN, par filtration en tout cas, l'ADN est très peu concentré dans l'eau. Et donc, quelques centilitres ne sont pas suffisants pour récupérer suffisamment d'ADN. Donc, c'est pour ça qu'on va filtrer des grandes quantités pour concentrer l'ADN. Une autre question, est-ce que vous avez déjà sélectionné les sites d'échantillonnage en milieu naturel? Oui, je vais faire un premier test là au mois d'avril. Ce sera sur le bassin versant de l'Albarine. Et donc, je vais placer ces capteurs dans la rivière directement de l'Albarine et aussi dans des écosystèmes souterrains, donc dans des rivières souterraines. Et une question un peu technique, est-ce que le Oui. système se colmate? Se colmate, vous voulez dire par exemple avec des débris végétaux ou... Enfin, si c'est ça, en tout cas, des débris végétaux, sédiments, etc. J'ai fait quelques tests et vu que ce sont des capteurs qui flottent, je n'ai pas pour l'instant observé de problème de colmatage, mais je pense que ça pourra arriver. Donc, je pense que le mieux, c'est que je les laisse relativement peu de temps pour éviter ce problème de colmatage. Du coup, c'était précisé par rapport à du phosphore. Du phosphore en particulier, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a des éléments dans l'eau autres que l'ADN qui peuvent se fixer sur la surface. Mais je pense que c'est substantiel. Enfin, ce sera peu en fait comparé à l'ADN. Enfin, je ne pense pas avoir de problème par rapport à ça. Alors, est-ce que le capteur est flottant? Oui, alors en fait, pour l'instant, vous pouvez voir sur l'image, il y a une petite anse à laquelle je peux l'accrocher. Donc en fait, je l'accroche à une file ou à une paire, un fil ou une perche, pardon, que je place dans l'eau. Donc oui, il flotte en quelque sorte, mais il est complètement immergé dans l'eau. Et comment est-ce que vous le récupérez? Il est accroché en fait à un support, donc on va dans l'eau récupérer ce support auquel le capteur est accroché. Mais pour l'instant, il n'est pas, je dirais que sa forme n'est pas encore optimale pour l'utilisation de terrain. Je dois encore réfléchir, enfin, on doit encore réfléchir à comment l'optimiser au mieux et qu'est-ce qu'on pourrait changer sur sa forme. C'est là aussi l'avantage de travailler en impression 3D, c'est qu'on peut complètement modifier la forme, la géométrie pour faciliter la prise en main sur le terrain. Alors, est-ce que vous avez une idée du coût de ce type de capteur s'il était développé à plus grande échelle? Oui, alors on a calculé ça à l'unité, ce sont des capteurs qui coûteraient 3 €. Il faut savoir que l'objectif, c'est qu'ils soient réutilisables. Donc c'est pas une utilisation et ensuite on les jette. Ils peuvent fonctionner plusieurs fois d'affilée.
Alors, il y a plusieurs questions encore. Combien typiquement il y a d'espèces présentes dans l'eau? Quelle serait la durée également des prélèvements? Et combien tu envisages de placer tes capteurs dans des cours d'eau? Ah oui, est-ce que tu envisages de placer tes capteurs dans des cours d'eau avec des taxons endémiques que tu connais a priori? Et combien de capteurs? Oula, il y avait beaucoup de questions, je vais essayer de répondre à tout. Des espèces, ça dépend des écosystèmes, mais j'imagine qu'il y en a une multitude. Après moi, pendant ma thèse, je m'intéresse à des taxons, des groupes taxonomiques spécifiques. Je m'intéresse aux macroinvertébrés et aux diatomées parce que donc l'entreprise qui finance ce travail, c'est Eurofins, et ils font de la bioindication. Et eux, ils cherchent à suivre ces espèces bioindicatrices, donc les macroinvertébrés et les diatomées. Moi, je vais essayer de capter avec ces capteurs ces ADN-là. Et je suis désolée, il en manquait deux. Du coup, j'ai perdu dans le... La durée du prélèvement et combien de capteurs par cours d'eau? Merci. La durée du prélèvement. Alors, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on recherche. Si on veut, comment dire, une photo un peu à un instant T du milieu, donc qu'est-ce qu'il y a à un instant T? On peut laisser ce capteur 24 heures. Donc, on le laisse 24 heures, on le récupère, on analyse. Si par contre, on veut avoir une idée un peu plus, une image plus intégrative, c'est-à-dire des taxons qui sont présents depuis un peu plus longtemps, eh bien, on va pouvoir laisser le capteur une semaine, voire deux, bon, maximum. Donc, pour avoir plus d'ADN et de l'ADN d'espèces qui ont été présentes un petit peu avant. Et combien par cours d'eau? Pour l'instant, je n'ai pas encore fait, donc, comme je vous ai dit, d'études à grande échelle, mais j'envisage d'en mettre au moins 10 par tronçon que j'analyse pour avoir une reproductibilité de la méthode. Et il y a une question sur ce que donne l'analyse de l'ADN. Est-ce que c'est une information présent, pas présent, ou est-ce qu'elle donne un résultat quantitatif? Pour l'instant, les méthodes ADN ne peuvent pas donner de résultats quantitatifs, pardon. Donc, c'est surtout des résultats en présence-absence ou des quantités relatives. Donc, c'est l'un des inconvénients de travailler avec l'ADN. Alors, combien d'ADN a-t-on dans les banques de données? Et quand on met ce type de capteur, combien on espère en identifier? Est-ce qu'on peut tout identifier, insectes, poissons, gamarres? Alors, c'est une des questions auxquelles des problématiques auxquelles on est souvent confronté quand on travaille aussi sur de l'ADN. C'est que bon, les banques de données, donc, depuis plusieurs années, ont été bien remplies, entre guillemets. Donc, il y a un gros travail là-dessus. Mais encore aujourd'hui, il y a des séquences qui ne sont pas présentes. Il y a encore un gap à dépasser. Donc, en fait, certaines espèces ne vont pas pouvoir être identifiées du fait de ce manque de séquences dans les bases de données. Donc, il y a beaucoup de laboratoires, de gens qui travaillent à les compléter. Mais bon, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a certaines espèces bien, qu'on va avoir des difficultés à les identifier à cause de ce problème. Et deux dernières questions. Combien de temps la signature de l'ADN reste dans l'eau? Et est-ce que ce type de capteur, c'est prévu de le déployer par exemple dans le lac Léman pour comparer avec les données déjà existantes? Alors, combien de temps? Alors, en ADN environnemental, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Donc, il y a plusieurs études et aussi de la modélisation qui a été faite. Donc, je dirais que ça dépend des milieux. Donc, dans les rivières, on peut retrouver, enfin, il y a deux choses, il y a l'aspect temporel et l'aspect spatial. Mais on va dire que dans une rivière, on peut retrouver un ADN entre un jour et même jusqu'à un mois. Il y a des études qui ont montré qu'on pouvait retrouver des bandes d'ADN jusqu'à un mois en rivière. Par contre, dans des lacs, par exemple, l'ADN, c'est plus statique, l'ADN va avoir tendance à sédimenter, donc à tomber au fond de l'eau. Donc,
son temps de résidence dans la colonne d'eau est un peu plus faible. On a retrouvé en général entre 1 jour et 2 semaines après que l'espèce soit passée. Et dans le lac Léman, donc je travaille avec une équipe qui se trouve à Thonon, donc avec une équipe de l'INRAE qui s'appelle le Cartel, qui travaille aussi beaucoup sur le lac Léman et notamment sur les diatomées. Je n'ai pas encore vu avec eux, c'est possible, oui, que je pose des capteurs là-bas. En tout cas, oui, je vais travailler avec eux et sur les banques de données qu'ils sont en train de confectionner. Il y a encore finalement 2 questions. À quelle échéance auras-tu le bilan de ton analyse? Et puis, alors, la deuxième question, c'est est-ce que les capteurs ADN 3D permettent de donner des informations plus précises que des prélèvements IBGN et sous quel format les infos sont restituées? Donc pour la première question, quand est-ce que ces analyses seront faites ou que le capteur sera opérationnel? J'espère d'ici la fin de ma thèse, je crois que c'est ce que tous les doctorants espèrent, qui se termine dans 1 an, un petit peu plus. Donc voilà, j'espère qu'à cette échéance, ce sera terminé. Pour ce qui concerne vraiment comment on utilise les capteurs et comment ils sont fabriqués, on va publier un article bientôt, là, d'ici la fin du mois, qui sera en libre accès, donc où toutes les informations sur les capteurs seront disponibles. Ça, c'est une chose. Et la deuxième question, est-ce que vous pouvez répéter? Oui, est-ce que les capteurs 3D permettent de donner des infos plus précises qu'un prélèvement Oui. IBGN? Je dirais pas un oui frontal, plus précise, parce que c'est de manière générale, est-ce que l'ADN apporte plus de précision qu'un IBGN classique? Je dirais que l'ADN, ça c'est une certitude, c'est avéré plus sensible, c'est-à-dire qu'il y a des espèces rares qu'on va, par exemple, réussir à trouver plus facilement avec l'ADN, ou aussi on va réussir avec l'ADN à avoir donc plus d'espèces, une diversité plus importante. Par contre, je ne dirais pas forcément que c'est plus précis parce que, notamment le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, des bases de données qui sont encore incomplètes et donc qui ne permettent pas d'identifier tous les organismes. Donc aujourd'hui, l'ADN, il est considéré comme une approche complémentaire des méthodes classiques, qui sont les BGN. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu que ces méthodes soient remplacées. C'est vraiment des méthodes complémentaires. Merci Héloïse. Merci à vous. J'en pensais que tu avais parlé d'un petit appel a priori volontaire entre guillemets dans ce que j'ai entendu. Peut-être si c'est effectivement le cas, préciser dans le chat ce que tu recherches, qu'est-ce que tu recherches, voilà, que les gens puissent le savoir plus précisément et dans le chat. On va passer maintenant à Christophe. Tu peux arrêter le partage du... Voilà, merci. Oui. Christophe, à ton tour. Après ces 2 premières présentations et la présentation d'Héloïse, moi je vous propose de rester dans le domaine des cours d'eau et de continuer à parler de biodiversité, mais de l'aborder à partir plutôt d'un problème d'espace. Donc moi je termine une thèse de géographie au laboratoire environnement, ville et société à l'ENS Lyon. C'était aussi une thèse CIFRE qui s'inscrivait, qui faisait partie du programme Trembleu Espace et Continuité, que j'ai réalisé en partenariat avec l'Agence de l'eau et avec GOPK, qui est un bureau d'études spécialisé en hydromorphologie fluviale. Alors, comme vous le savez sans doute, on a réalisé de très nombreux aménagements qui ont rétréci l'espace des cours d'eau, et ces aménagements ils sont aussi à l'origine de dysfonctionnements et d'une perte d'habitat pour la biodiversité. Et de fait, les milieux aquatiques font partie des écosystèmes terrestres qui sont les plus menacés. Et par exemple, en France, on estime qu'il y a 2/3 des zones humides qui ont disparu. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience de l'importance de travailler avec la nature et de conserver des cours d'eau qui fonctionnent le plus naturellement possible. Et du coup, on cherche à reconquérir cet espace perdu des cours d'eau, mais pour le reconquérir, il faut aussi le retrouver, et ça génère un besoin de cartographie. Alors, par contre, je n'arrive pas à passer mes slides. Ouais, alors, on peut dire d'abord que l'espace de bon fonctionnement, c'est d'abord une demande d'espace pour une gestion plus écologique des cours d'eau.
mais sur l'idée en fait que les cours d'eau ont besoin d'espace, mais c'est aussi un espace physique qui est composé de différents espaces emboîtés, et c'est ces espaces-là qu'on va chercher à identifier. Alors, dans l'approche espace de bon fonctionnement, on distingue principalement deux espaces principaux qui sont l'espace qui est l'espace hydraulique et la zone inondable en fait, et un espace de mobilité qui correspond aux processus hydrosédimentaires qui font que le cours d'eau il se déplace dans le temps dans son espace. Alors, il y a différentes approches possibles de cet espace de bon fonctionnement. Et moi, dans ma thèse, je voulais travailler pas seulement à l'échelle du tronçon de cours d'eau, mais travailler à une échelle plus large, à l'échelle du réseau hydrographique. Alors, pour comprendre le fonctionnement des cours d'eau dans le contexte de leur bassin versant, mais aussi pour identifier les secteurs à enjeu et finalement construire une vision d'ensemble à l'échelle régionale. Et pour travailler à cette échelle, j'avais besoin de travailler à partir de données facilement disponibles. Et du coup, j'ai choisi de travailler principalement à partir de la topographie, de la forme du cours d'eau, c'est-à-dire de son tracé en plan, et puis à partir de l'occupation du sol, qui est une approche un peu simplifiée du paysage. Alors moi, j'ai travaillé sur l'ensemble du bassin du Rhône, et pour pouvoir travailler à l'échelle du réseau cartographique, j'ai développé une boîte à outils. En fait, c'est une deuxième version d'une boîte à outils qui s'appelle la Fluvial Corridor Toolbox. C'est une boîte à outils cartographique qui permet de traiter de grands volumes de données de manière robuste et reproductible. Et plus particulièrement, j'ai développé une méthode de cartographie originale pour identifier un espace des cours d'eau parmi différentes représentations qu'on pourrait en faire. Et cet espace, donc, cette méthode, elle repose sur l'occupation du sol. Elle permet d'identifier le corridor qui est connecté au cours d'eau. Donc, c'est un espace qui n'est pas forcément encore naturel, mais parce qu'il est encore bien connecté au cours d'eau, on va pouvoir, c'est l'espace qu'on voudrait protéger a priori, et potentiellement, on peut aussi le remobiliser dans des travaux de restauration pour améliorer le fonctionnement du cours d'eau. La boîte à outils, elle permet aussi donc, de délimiter de manière assez précise un fond de vallée à partir de la topographie qu'on va pouvoir combiner par exemple avec cette carte du corridor connecté, de la continuité latérale. Et elle permet aussi en fait, de découper l'espace en petites unités longitudinales. Et ça va permettre aussi de faire des mesures et d'avoir une approche quantitative pour caractériser l'état du corridor fluvial et aussi suivre l'évolution du cours d'eau dans le temps. Donc, par exemple, ça permet de faire des mesures. Donc, ici, vous avez une représentation de la mesure de la largeur des différents espaces emboîtés dans le fond de vallée. Et donc, ça permet aussi d'identifier les secteurs à enjeu. La boîte à outils en elle-même, elle s'adresse, donc c'est un outil qui est quand même technique, qui s'adresse plutôt à un public de techniciens et de gestionnaires de cours d'eau. Mais en conclusion, j'insisterai beaucoup sur le fait que le but de la démarche, ce n'est pas seulement de faire une cartographie automatique, mais c'est d'abord de donner à voir cet espace du cours d'eau qui n'est pas toujours facile à retrouver, qui n'est pas toujours très lisible, pour justement amener les gens qui sont concernés, les acteurs du territoire, aller voir ce qui se passe dans cet espace du cours d'eau et prendre davantage conscience de la nécessité de le protéger. Alors, pour pouvoir rendre les données qui sont produites accessibles à un public plus large, je suis en train en fait, de mettre en place une plateforme cartographique sur Internet qui va permettre de diffuser les données que j'ai produites et de les proposer à davantage de monde. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce travail, je pourrais vous envoyer le lien vers la plateforme cartographique qui est encore expérimentale, mais dans laquelle je vais progressivement ajouter davantage de données. Et puis, la boîte à outils sur laquelle j'ai travaillé, on a voulu que ce soit une boîte à outils open source. Et donc, elle est publiée sur Internet, elle est disponible sur la plateforme GitHub. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Christophe. Donc, tu n'oublieras pas de mettre ton email aussi dans le chat, parce que on ne l'a pas dans la présentation visible. Dans des questions, allez-y. On a une première question. Quel est le détail de précision de cette cartographie?
Alors, c'est quand même une cartographie assez précise, parce que j'ai travaillé à partir de données à grande échelle. Par exemple, la base de données d'occupation du sol, je l'ai construite à partir de la BD Topo. Après, il y a quand même c'est quand même une approche simplifiée pour pouvoir travailler à l'échelle du réseau hydrographique. Et donc, on peut considérer finalement que c'est une première étape pour avoir une première vision d'ensemble de cet espace de bon fonctionnement. Et ça va permettre, par exemple, d'alimenter une étude plus précise à l'échelle locale. Donc, par exemple, un gestionnaire de cours d'eau qui voudrait délimiter son espace de bon fonctionnement, il pourrait finalement démarrer son travail localement à partir de ces données-là pour pouvoir ensuite l'enrichir et introduire aussi la confrontation de ces données-là avec d'autres éléments qui sont plus des éléments d'ordre sociétaux ou sociaux et la discussion avec les parties prenantes dans un cadre qui est concerté à ce moment-là. Alors, une deuxième question, quelles actions typiques de reconquête peuvent être entreprises suite à ces analyses? Alors, après, sur les... Alors, je pense qu'une question derrière, enfin, dans mon travail, je me suis focalisé beaucoup sur l'identification de cet espace. Ça ne dit pas forcément après qu'est-ce qu'on décide d'y faire, mais par contre, les possibilités d'intervention, ça va être souvent d'essayer de redonner de l'espace au cours d'eau là où il a besoin de davantage d'espace. Et par exemple, une action qu'on peut faire, ça va être de déplacer une digue qui existe, par exemple, pour la reconstruire en retrait, plus près des enjeux qui sont protégés. Donc, à la fois pour protéger de manière plus efficace ce qu'on veut protéger, mais avec des infrastructures qui à ce moment-là sont moins importantes, tout en laissant davantage de place au cours d'eau pour réaliser son fonctionnement naturel. Est-ce que vous avez cartographié, fait ce travail de cartographie dans le département du Doubs? Est-ce que c'est prévu et est-ce que avec cet outil, c'est possible de soi-même faire ce type de cartographie? Alors moi, j'ai fait les cartographies que je vous ai présentées, je les réalise effectivement sur l'ensemble du bassin du Rhône. Et alors, je travaille à l'échelle du réseau hydrographique, je cartographie pas forcément tous les petits cours d'eau, je suis descendu jusqu'aux cours d'eau qui font plus de 10 km de long, mais ça fait quand même déjà un réseau hydrographique qui est assez important. Toutes ces données-là, donc j'espère les mettre bientôt donc, sur une plateforme cartographique sur Internet qui permettra de récupérer des parties du jeu de données. En tout cas, c'est une fonction qu'on veut mettre dans cette plateforme cartographique. La boîte à outils, après, on peut effectivement se l'approprier. Elle est disponible sur Internet. Mais ça reste un outil, après, qui demande quelques compétences en termes de SIG et d'informatique pour pouvoir l'utiliser. Elle n'est pas si compliquée que ça à utiliser, mais ça reste un outil qui est quand même technique. Donc, ça va s'adresser après à des bureaux d'études ou à des techniciens de syndicats ou des gestionnaires de cours d'eau qui ont cette compétence aussi de cartographie. Alors, il y a des questions pour faire suite à ça. Est-ce que le bassin de la Durance est intégré à cette cartographie? Et du coup, ce que tu viens de commencer à expliquer, donc comment ça peut être pris en main hors du bassin du Rhône? Est-ce qu'il faut les compétences d'un géomaticien? Est-ce qu'il y a des formations de prise en main? Alors, on aimerait pouvoir organiser des formations, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément prévu ou organisé. Il faut qu'on trouve le cadre pour le faire. Ça pourrait se faire dans le cadre de la ZAB ou du GRE, par exemple. Il faudrait encore qu'on travaille à le mettre en place. Ce qui nous intéresserait aussi dans ce type de dispositif avec des formations, c'est d'avoir des retours de gestionnaires, de gens de l'opérationnel qui sont intéressés par ces outils. Moi, dans mon cadre de ma thèse, j'ai passé beaucoup de temps à développer les outils, ce qui n'a pas laissé encore assez de temps pour évaluer finalement comment ces cartographies elles répondent vraiment aux besoins des gestionnaires localement. On espère que ça répond à des demandes. On a conçu les outils cartographie pour répondre à des besoins qu'on identifiait a priori, mais on a besoin effectivement derrière de discuter aussi avec les utilisateurs potentiels de ces données-là pour après les améliorer aussi. Et alors, je crois que je n'ai pas répondu après sur la partie géographique. Est-ce que je couvre aussi
le bassin de la Durance dans cette cartographie. Donc, tout le réseau hydrographique du bassin du Rhône est couvert, donc la Durance aussi. 2 autres questions. Quelles sont les formes fluviales prises en compte et quelle est la limite de ramification de la méthode? Alors, la limite de ramification, je comprends que c'est jusqu'à quelle échelle de cours d'eau, quelle taille de cours d'eau, jusqu'à quelle taille de cours d'eau je suis descendu. Donc, moi, j'ai sélectionné un réseau hydrographique à partir de la baie des Topos et je suis descendu jusqu'aux cours d'eau qui font plus de 10 km de long. Donc, tout ce qui est plus petit, tout le chevelu en tête de bassin versant, ça, je l'ai exclu de mon analyse. Et il y avait une deuxième partie dans la question, mais Les formes fluviales prises en compte. Et après, on travaille du coup, comme on travaille à l'échelle du réseau hydrographique, on va travailler sur un ensemble de cours d'eau qui ont des fonctionnements qui sont représentatifs du bassin versant. Donc, on va trouver un peu toutes les formes fluviales qu'on peut trouver sur le bassin du Rhône, à la fois des secteurs en tresse, comme il peut y avoir dans certaines parties du bassin versant. Et puis, dans d'autres parties du bassin versant, par exemple, comme dans le bassin versant de la Saône, on va avoir des cours d'eau qui sont davantage des cours d'eau de style méandriforme, donc qui ont un fonctionnement différent. Mais justement aussi, l'intérêt de l'approche à l'échelle du réseau hydrographique, c'est d'avoir cette diversité de fonctionnement des cours d'eau et de pouvoir aussi comparer un peu ces différents fonctionnements d'une partie à l'autre du bassin versant. Voilà, et il y a quelqu'un qui demandait si le nom du site sur lequel les cartographies seront diffusées, si vous pourrez le transmettre aux personnes présentes ici. Oui, je vais vous mettre dans le chat l'URL. On est encore sur une plateforme cartographique qui est expérimentale parce qu'on est en train de tester des prototypes et progressivement, voilà, on espère passer à une plateforme qui soit plus officielle et qui devrait être une plateforme hébergée à l'ENS à Lyon. Merci. Et puis, une dernière question. Est-ce que finalement, cet outil n'est pas avant tout destiné à une approche régionale à des fins de planification plutôt que des approches locales pour lesquelles il y a d'autres types de méthodes? Eh ben, on espère qu'il y a une complémentarité en fait, entre ces deux échelles. Évidemment, les outils, parce qu'ils permettent quand même de travailler avec des données assez précises, ils fournissent quand même une information qui peut être utile à l'échelle locale. Mais évidemment, en travaillant à l'échelle régionale, on ne peut pas rentrer dans tous les détails et toutes les subtilités que demande un travail de délimitation de l'espace de bon fonctionnement. Et la complémentarité, elle va être simplement parce qu'on espère, en tout cas, c'est que ce travail à l'échelle régionale, il est des retombées, alors déjà en termes d'outils et de méthodes cartographiques, mais aussi qui finalement, il prépare le travail plus précis qu'on peut faire à une échelle locale et qu'ensuite, il puisse y avoir finalement justement un aller-retour entre ces deux échelles. C'est ce qu'on apporte à l'échelle régionale va faciliter le travail des gestionnaires au niveau local. Est-ce que la précision qu'un gestionnaire localement peut apporter va aussi permettre ensuite d'enrichir la connaissance des cours d'eau qu'on essaye de construire à l'échelle régionale. Et encore une question, est-ce que la librairie permettrait d'afficher les cours d'eau à forte érosion verticale? Alors dans mon travail, en fait, ce n'est pas un indicateur que je produis directement, mais ça fait partie des développements qu'on espère pouvoir faire un jour, c'est-à-dire en travaillant à l'échelle du réseau hydrographique, à l'échelle régionale, et en accumulant davantage de données, pouvoir trouver des indicateurs qui vont permettre d'approcher indirectement ce type de questions et de répondre du coup à ces questions qui sont difficiles aujourd'hui en fait à traiter. Une dernière remarque, cet outil est très promoteur et il y a une question qui est posée sur le fait qu'il devrait être intégré et proposé par les bureaux d'études dans le cadre de leur réponse à des marchés publics, puisque le marché public est le cadre habituel de travail du gestionnaire de milieux aquatiques. Alors typiquement, c'est la boîte à outils, effectivement, elle va s'adresser à des bureaux d'études. Et moi, dans ma thèse, j'ai travaillé justement avec un bureau d'études. Dans les échanges qu'on a eus aussi un peu avec
les destinataires là, qui pouvaient être intéressés par cette démarche, c'est vrai qu'on a souvent été interpellés ou sollicités par des bureaux d'études. La boîte à outils, comme on l'a conçue, on a voulu que ce soit une boîte à outils open source. Elle doit donc permettre à un bureau d'études qui serait intéressé par s'approprier ces méthodes de récupérer la boîte à outils et de l'utiliser. Et je pense que aussi dans le cadre des formations qu'on aimerait mettre en place, ça pourrait s'adresser tout à fait aussi à des bureaux d'études, parce que c'est vrai aujourd'hui pour beaucoup de syndicats, une partie des études techniques, elle est déléguée à des bureaux d'études et que ces outils, donc, ils vont aussi s'adresser aux prestataires des syndicats. Merci beaucoup, Christophe. Je te laisse mettre tes coordonnées mail dans le chat, s'il te plaît. Et on va passer tout de suite à la prochaine intervention. Donc, Annelise, est-ce que tu es avec nous? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Annelise Boyer. J'ai fait ma thèse au laboratoire environnement ville-société à Lyon, mais aussi au laboratoire IGLOB, en fait, qui est une unité du CNRS qui a été créée en partenariat avec l'Université d'Arizona à Tucson, aux États-Unis. Donc, ma thèse, c'est une thèse de géographie, mais une thèse plutôt de sciences sociales. Donc, elle se distingue un peu des présentations que vous avez eues jusque-là. Donc, je l'ai soutenue il y a quelques mois à peine, donc tout ça est encore assez récent. Donc, alors que les experts du GIEC prévoient en fait que presque la moitié de la population mondiale pourrait vivre dans des régions sujettes à de forts stress hydriques, mes travaux de recherche se sont intéressés à la gestion de l'eau dans 2 villes qui se sont développées en gérant la rareté de la ressource. Donc, ces 2 villes, c'est les villes en fait de Phoenix et de Tucson en Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis, une région qui fait face à un manque d'eau sous différentes formes. Donc déjà, comme vous pouvez le voir sur la carte, Phoenix et Tucson, elles se situent dans le désert de Sonora, une région aride où il pleut en fait moins de 250 mm par an. Et en plus de cette aridité qui est une donnée naturelle, la région elle connaît en fait un manque d'eau aggravé par une période de sécheresse qui a commencé au début des années 2000 et qui s'installe sur le long terme du fait du changement climatique. Et enfin, le dernier point, c'est qu'en Arizona, le manque d'eau, c'est aussi un problème social, dans la mesure où il y a une situation de pénurie en fait, qui naît du déséquilibre entre une ressource qui est rare et une demande qui est importante et de plus en plus importante, notamment celle de ces grandes métropoles qui sont installées en plein désert. Donc Phoenix et Tucson, que vous voyez ici sur les photos, sont aujourd'hui parmi les villes les plus attractives des États-Unis. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, Phoenix, par exemple, de 330 000 habitants dans les années 50, est passé aujourd'hui à 4,5 millions d'habitants, et c'est la 5e plus grande ville des États-Unis. Cette croissance urbaine, elle a été rendue possible par la construction de grandes infrastructures hydrauliques pour approvisionner la région, et notamment la construction du canal du Central Arizona Project, que vous voyez ici à gauche, qui apporte l'eau du Colorado au terme d'un trajet de 500 km. Donc, grâce à cette ressource en eau, les villes de Phoenix et de Tucson, elles se sont construites sur le modèle de la ville oasis. Donc, en fait, un modèle de ville extrêmement verdoyante, parcourue de golfs, de fontaines et de piscines, approvisionnée par une eau à bas coût, qui en fait est subventionnée par le gouvernement fédéral américain, et qui permet un mode de vie de vacancier permanent sous le soleil d'Arizona. Cependant, ce modèle de la ville oasis, aujourd'hui, se trouve remis en cause. Et en effet, l'une des principales conséquences du changement climatique pour cette région de l'Arizona est que les précipitations qui alimentent le fleuve Colorado au-dessus des Rocheuses se raréfient et le fleuve est du coup de moins en moins alimenté. Donc les documents que je vous ai mis là sur la diapo montrent que le principal réservoir de la région, qui est le lac Mead, est à son niveau le plus bas, et ce depuis 2015 à peu près. Or, la ville de Phoenix, elle est alimentée à 44% par l'eau du Colorado, et Tucson, c'est 85% de la ressource, de l'approvisionnement en eau de la ville qui en fait se fait par l'eau du Colorado. Donc, dans ma thèse, j'ai voulu considérer ces 2 villes comme des laboratoires de l'adaptation à la rareté de l'eau. Et donc, en fait, la question que je me suis posée, c'est dans un tel contexte de menace sur l'approvisionnement en eau, quelles alternatives peuvent voir le jour? Donc, pour répondre à cette question, j'ai pu passer presque 2 ans en tout, mais 2 ans en discontinu en Arizona, pour mener des entretiens avec les acteurs locaux de l'eau et pour observer leurs pratiques. Donc aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur l'une d'entre elles, qui est celle de la collecte des eaux de pluie. Donc dans le désert de Sonora, il pleut peu,
mais quand il pleut, c'est sous la forme de gros orages, avec de fortes pluies concentrées dans le temps et dans l'espace. Et ces gros orages, ils interviennent surtout en été. Donc ces fortes pluies, elles peuvent provoquer des crues éclairs de cours d'eau qui sont normalement à sec. Donc face à ce climat, dans les années 90, ce sont d'abord des militants écologistes qui prennent l'initiative de vouloir collecter les eaux de pluie dans la ville. Donc pour eux, c'est d'abord une manière de s'opposer au Central Arizona Project, donc au grand canal qui vient juste d'être achevé et qui leur paraît en fait une aberration écologique pour la région. En effet, notamment, ce qu'ils dénoncent, c'est le fait que le canal il est en montée et nécessite tout un système de pompes. Et du coup, c'est le plus grand consommateur d'électricité de l'État. Donc ces militants écologistes, ils commencent par entailler illégalement les trottoirs afin de diriger le ruissellement vers des bassins où est installée la végétation, qui est cette fois composée avant tout d'essence locale. Donc les pelouses sont abandonnées et sont haïes en quelque sorte par ces militants. Et donc, vous voyez sur la photo en bas à droite le trottoir découpé pour collecter les eaux de pluie avec des espèces d'arbres qui sont adaptées aux conditions désertiques. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, petit à petit, ils vont installer des citernes chez eux afin de collecter l'eau de pluie de manière active. Donc, par exemple, ce que vous voyez ici sur la photo, c'est donc 2 grandes citernes qui permettent de récupérer 40 mètres cubes d'eau par an. Donc, le couple qui vit dans cette maison, par exemple, ils ont même réussi à se déconnecter complètement du service local des eaux pour vivre en fait entièrement approvisionnés par l'eau de pluie. Donc cela leur a demandé quelques ajustements. Leurs citernes sont connectées à un système de pompe déjà qui permet de pressuriser l'eau pour les usages domestiques. Aussi, grâce à un jeu de filtres, ils traitent en fait sur place leur eau de pluie pour la rendre potable. Et l'été, donc le but c'est aussi qu'ils doivent limiter en fait leur consommation en eau. Donc l'été, ils utilisent des toilettes sèches qu'ils ont installées en extérieur. Ils réutilisent aussi les eaux de vaisselle et de l'électroménager pour arroser leur jardin. Et enfin, pour ne pas tomber à court d'eau, ils doivent lire très régulièrement leur compteur d'eau pour évaluer leur consommation et gérer l'équilibre entre offre et demande, en fait, cette fois à l'échelle de la maison. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 2000, cette pratique de la collecte des eaux de pluie, qu'elle soit active ou donc dans les citernes ou passive, donc la collecte passive, elle correspond à cette transformation des paysages urbains, elle est légalisée et institutionnalisée par la mairie de la ville de Tucson. Donc c'est grâce à 2 types d'acteurs, les associations environnementalistes d'une part qui vont faire pression sur le conseil municipal et vont organiser de plus en plus de chantiers coopératifs dans leur quartier. Mais c'est aussi grâce à l'Université d'Arizona en fait, qui occupe une place très importante à Tucson. C'est le 2e employeur de la ville et l'université elle est dotée d'un campus gigantesque sur lequel vont être adoptées assez rapidement ces pratiques de la collecte des eaux de pluie. Donc en 2002, la pratique du découpage des trottoirs pour rediriger les eaux de ruissellement, elle entre dans le code d'urbanisme de la ville de Tucson. En 2008, la ville oblige tout établissement commercial à irriguer ses espaces verts avec au moins 50% d'eau de pluie. Et en 2012, Tucson Water, donc le service municipal des eaux, octroie une subvention de $2000 à toute personne qui souhaite installer des citernes. Et ça fait qu'en fait, l'installation, elle est quasi gratuite en fait, pour les habitants. Donc aujourd'hui, la ville de Tucson, elle est citée comme un modèle à l'échelle des États-Unis pour la collecte des eaux de pluie en ville, aux côtés de villes comme Seattle et Portland. Cependant, il n'y a environ que 5000 personnes qui sont équipées de systèmes de collecte, ce qui ne représente pas grand monde par rapport aux 725 000 personnes qui sont desservies par Tucson Water, le service municipal des eaux. Et donc en fait, ce qui intéresse surtout les acteurs locaux de l'eau, c'est la dimension pédagogique de la collecte des eaux de pluie. En effet, ces systèmes alternatifs ont un avantage, c'est celui de révéler plus ostensiblement la présence et la circulation de l'eau en ville. Donc, comme on peut le voir sur les photos que je vous ai montrées sur la slide d'avant, mais aussi sur cette photo-là à droite où on voit un local en fait, du conseil municipal de Tucson qui collecte les eaux de pluie. On voit que ces systèmes se distinguent dans le paysage urbain et sont même signalés par des petits panneaux comme celui que vous pouvez voir là. Et l'enjeu, en fait, c'est bien de rendre apparent le parcours de l'eau dans la ville et de rendre visibles les solutions pour rappeler que l'eau n'arrive pas miraculeusement dans la ville comme si elle venait à la fois de partout et de nulle part. Ce que pouvait laisser croire le canal de Central Arizona Project, parce que c'est une construction, une très grande infrastructure qui poussait en fait extrêmement loin l'artificialisation du cycle de l'eau pour approvisionner la ville et qui déconnectait complètement en fait les habitants des conditions locales.
Et du coup, l'objectif avec la collecte des eaux de pluie, c'est de transformer progressivement la ville oasis en une ville désert qui soit reconnectée aux conditions hydrologiques et au fonctionnement écologique de son territoire. Et pour certains, en fait, et notamment pour les militants écologistes, c'est la condition sine qua non en fait, de la survie et du maintien de la croissance d'une ville comme celle de Tucson dans le désert. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci. On a une première question sur les villes oasis. On peut avoir l'impression d'une certaine croissance-création de ces villes oasis actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors il y a une croissance de ces villes oasis. Alors je pense qu'elle est liée, en effet, je pense qu'elle est liée à 2 facteurs. Donc déjà, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent qu'en fait la planète va s'aridifiant. Donc la zone climatique aride, en fait, elle s'étend. Et donc il y a de plus en plus de villes en fait, qui se retrouvent à croître dans des zones qui sont de plus en plus des zones arides. Il y a aussi tout le boom en fait, des grandes villes dans les pays émergents ou en développement. Donc, je pense par rapport au Moyen-Orient, il y a beaucoup de villes oasis. En Chine, il y a aussi il y a beaucoup de villes oasis qui se développent à toute vitesse en fait, dans les déserts chinois, en Amérique latine aussi. Et donc, en fait, c'est intéressant cette question parce qu'il y a un doctorant aussi de l'Université de Lyon qui travaille, lui, sur l'adaptation climatique des villes en Égypte. Et en fait, les Égyptiens, justement, citent beaucoup Phoenix, la ville de Phoenix en exemple. Mais alors, pas pour le tournant vers la ville désert, mais bien plutôt pour en fait, le système de grande infrastructure qui permet d'avoir des fontaines, des piscines, des cours de golf, etc. dans la ville, en fait. Et l'exemple aussi type de la ville oasis dans le désert et qui est extrême, ce serait Dubaï aussi. Et donc, en fait, ces villes, elles exercent une certaine fascination, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai lu dans la littérature scientifique, sur les gestionnaires, non pas de l'eau, parce qu'eux, ils gèrent l'aspect plutôt crise et ce déséquilibre permanent entre offre et demande, mais pour les gestionnaires de la ville et de la fabrique urbaine, pour les urbanistes, en fait. Donc oui, c'est une question intéressante. Et du coup, par rapport à ça, au Moyen-Orient et dans le nord de l'Afrique, est-ce que la collecte d'eau de pluie se développe dans ces lieux ? Oui, alors en fait, alors j'ai peu travaillé sur ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique, mais aussi pas très loin des terrains que moi j'ai étudiés au Mexique, par exemple, ces pratiques, elles sont extrêmement présentes dans la ville. En fait, de se payer leur enfants, ou en tout cas de se permettre de poser leur jardin et de faire entrer cette dépense dans leur budget, mais elles sont très peu contrôlées en fait. Et ce qui est intéressant dans le cas des villes états-uniennes, c'est à quel point cette pratique est une pratique à l'origine déjà ancestrale, locale, et qui est censée être spontanée, elle est extrêmement contrôlée et encadrée par les institutions locales. Donc en Arizona, par exemple, ça s'explique par la gestion de l'eau, la doctrine générale de gestion de l'eau. En fait, dans l'ouest des États-Unis, la loi qui prévaut, c'est la loi de prior appropriation. Donc en gros, c'est l'appropriation première. La première personne à mettre en usage l'eau est celle qui détient les droits sur l'eau prioritaire, en fait. Et donc, il y a des États de l'Ouest américain où la collecte des eaux de pluie, elle est interdite, notamment en Utah et au Colorado. L'Arizona, en fait, ils ont choisi d'avoir une interprétation plus flexible de cette doctrine pour permettre la collecte des eaux de pluie. Mais c'est pour ça aussi qu'elle est institutionnalisée, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir contrôler. Bon, tout est assez... ça reste assez pragmatique comme contrôle, mais de savoir en fait où vont les quantités d'eau, pour pas que des gens qui seraient prioritaires se trouvent lésés. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi pour des raisons des préoccupations sanitaires, en fait. Donc, par exemple, la collecte des eaux de pluie, elle est contrôlée. C'est contrôler la taille des bassins qui sont creusés, donc comme celui que je vous montrais sur la photo où le trottoir était découpé. Parce qu'il faut que l'eau stagne le moins possible, parce qu'il y aurait des problèmes, notamment
avec des invasions de moustiques qui viendraient du Mexique, etc. Et donc, c'est totalement différent, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est présenté, du coup, la collecte des eaux de pluie comme une innovation, comme une idée nouvelle, quelque chose de nouveau, alors qu'en fait, c'est une pratique que tout le monde connaît et qui est une pratique ancestrale et qui est extrêmement pratiquée. Donc, en fait, ce serait intéressant de pouvoir étudier ces différences de relation à la collecte des eaux de pluie entre justement les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, où c'est très spontané et c'est très traditionnel finalement, et les États-Unis, où c'est présenté comme une innovation extrêmement encadrée en fait. Il y a 2 questions qui sont un peu liées. La première, c'est selon toi, quel est l'enseignement à retenir pour les syndicats gestionnaires d'eau potable en France, sachant voilà, qu'en France, l'utilisation de l'eau pluviale, elle est également très strictement encadrée, voire interdite. Pour le coup, je ne connais pas très très bien le cas français. Ça, je me suis rendu compte que c'était un peu finalement une lacune de mon travail, parce que ça m'aurait aidé à mettre beaucoup plus en perspective les choses. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce cas-là, c'est vraiment la dimension projet pilote à dimension uniquement, c'est un peu exagéré, mais quasi uniquement pédagogique, en fait. Et oui, en fait, c'est vraiment une campagne presque à travers ces pratiques-là de communication sur le cycle de l'eau et le cycle de l'eau dans un désert où l'eau est très, très rare, en fait. Et je trouve que ça peut peut-être être intéressant pour les gestionnaires de l'eau potable en France, parce que j'ai l'impression que, par exemple, à Lyon, je sais qu'il y a des initiatives qui sont prises par rapport à ces pratiques-là, mais elles sont beaucoup moins visibles, aussi peut-être parce qu'elles sont moins pressantes que dans un contexte désertique comme celui-là. Mais exemple tout bête, par exemple, moi j'étais au lycée, dans un lycée où ils ont, enfin c'était tout à la fin du lycée, ils ont rénové tout le lycée, ils ont installé des bassins justement de collecte des eaux de pluie avec une dimension écologique et tout ça. Et nous, par exemple, les élèves, on ne savait pas du tout. Enfin, moi, j'ai découvert en travaillant à EVS, presque 10 ans plus tard, qu'en fait, ces bassins, ils servaient à collecter les eaux de pluie. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette dimension, oui, qui est à la fois une dimension de communication et d'éducation autour de ce thème-là. Et que c'est une manière un peu, finalement, de mettre... d'investir les habitants dans des projets pour qu'ils comprennent vraiment le cycle de l'eau et comment fonctionne en fait l'approvisionnement d'une ville et les quantités d'eau que peut consommer une ville, par exemple. Une autre question, dans les sites que tu as étudiés, quelle est la proportion de population utilisant de l'eau pluviale? Et est-ce que c'est significatif par rapport à une diminution de consommation d'eau issue du Grand Canal? Alors, en fait, la proportion de population, c'est pour ça que j'insiste vraiment, en fait, c'est un projet pilote qui n'est pas présenté comme ça. Mais en fait, si on regarde les chiffres, à Tucson, c'est 2% de la population à peu près. Et c'est pour ça qu'il y a un fossé énorme en fait entre la pratique telle qu'elle est mise en œuvre et le nombre de gens qui y ont recours et le bruit que ça fait en fait à l'échelle de la ville et le nombre de gens qui en parlent et le nombre d'événements qui sont organisés autour de ça, etc. Donc c'est seulement 2%. À Phoenix, c'est encore moins. La pratique, elle est extrêmement marginale parce que Phoenix, c'est une ville qui est développée vraiment sur un modèle privé avec énormément de lotissements privés qui ont des règles très strictes qui du coup n'autorisent pas la collecte des eaux de pluie parce que notamment les citernes sont jugées inesthétiques. Donc c'est infime. Et en fait, ce qui s'est passé, donc ça a été une des critiques aussi qui a été faite au tout début par les institutions par rapport à la collecte des eaux de pluie, c'est que notamment Tucson Water, quand ils ont mis en place leur subvention de $2000, ce qui a déclenché un intérêt de la part de la population, en fait, ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a un temps d'adaptation où en fait, les gens vont consommer plus d'eau. Donc, bien qu'ils aient installé parce qu'en fait, le fait qu'ils aient installé leur citerne va les inciter à vouloir avoir un jardin en fait qui soit plus arboré et qui donc à terme sera approvisionné par l'eau de pluie. Mais en fait, il y a un laps de temps de quelques mois où leur facture d'eau augmente parce qu'ils sont allés acheter en fait de nouvelles plantations. Et vu qu'on est dans le désert, en fait, toute nouvelle plante nécessite en fait un apport d'eau assez important, même si c'est une plante vernaculaire ou même si c'est
une plante vraiment adaptée au désert, n'importe quel cactus, en gros, au début, ça nécessite un apport d'eau important pour installer la plante, et du coup, il y a eu des pics, en fait. Et donc, la pratique, au début, elle a été critiquée à cause de ça. Mais à terme, quand même, si on regarde les chiffres sur le long terme, et si on met ensemble toutes les pratiques qui sont faites, qui sont mises en place par la ville pour économiser l'eau, en fait, la baisse de la consommation, elle est énorme dans une ville comme Tucson. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est parce que donc on est quand même dans l'Amérique très gaspilleuse de l'Ouest, les villes construites sur le tout voiture. Enfin, c'est vraiment à la base cette mentalité-là qui est dans ces villes-là. Et Tucson, dans les années 90, si je dis pas de bêtises, c'est presque 400 litres par personne par jour. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus autour de 100 litres par personne par jour pour la consommation d'eau par habitant. Mais ce n'est pas lié qu'à l'eau de pluie, c'est lié à toutes les pratiques qui ont été mises en œuvre. Il y a aussi l'usage des eaux recyclées pour l'irrigation. Il y a tout le développement de l'électroménager, des toilettes à bas débit, etc. Donc c'est avec tous ces facteurs-là qui entrent en compte que vous avez cette baisse de consommation-là. Merci. On a 2 questions sur les citernes. Est-ce qu'il y a des modèles de maisons avec collecte de pluie qui se développent, ou est-ce que c'est toujours des citernes qui sont accolées à l'existant? Et est-ce que ces citernes métalliques, est-ce que c'est isolé pour qu'il n'y ait pas des développements, par exemple, bactériens dans les citernes? Alors, les citernes métalliques, en fait, que je vous ai montrées, c'est les plus anciens modèles. Donc, elles ne sont pas très bien isolées. Elles sont couvertes en haut, donc elles sont fermées, en fait, en haut. Donc, pareil, plutôt pour ces préoccupations liées aux moustiques qui sont assez importantes. Il y a des tests qui sont faits, mais alors ils sont assez récents sur la qualité des eaux, justement, qui sont collectées. Et la plupart sont plutôt bons. Et là, le modèle de citerne qui est le plus répandu, qui se répand de plus en plus aujourd'hui et qui est proposé en fait par Tucson Water, c'est des citernes qui sont importées d'Australie et qui sont en plastique, en fait, en plastique opaque et d'une couleur beaucoup plus ocre, qui se fond un peu plus dans le paysage. Il n'y a pas de maisons qui sont construites sur ce modèle-là de la collecte des eaux de pluie déjà intégré. En revanche, il y a un nouveau décret dans l'urbanisme de Tucson qui prévoit que les nouvelles constructions, elles doivent offrir la possibilité, par contre, de pouvoir réutiliser les eaux grises. Donc, toutes les eaux de la vaisselle, de la machine à laver, etc. Donc, avec un jeu de tuyaux où on peut choisir, en fait, avec une petite valve, si on désire envoyer l'eau dans le réseau des eaux usées, ou si on désire en fait la connecter à l'extérieur pour l'irrigation de son jardin sur place avec les eaux produites par la maison, en fait. Mais c'est pas les eaux de pluie, c'est les eaux grises. Une autre question un peu sur la technique. Du coup, les gens qui sont entièrement déconnectés du réseau, est-ce qu'ils utilisent également l'eau de pluie pour l'eau potable? Et du coup, est-ce qu'il y a un traitement? Comment ça se passe? Oui, alors pareil, ces personnes-là, en fait, c'est une petite vingtaine de personnes qui se connaissent entre elles à Tucson et qui sont issues justement du mouvement militant là, des années 90. Alors oui, elles ont installé en fait donc eux, leur installation, elle ne coûte pas $2000, elle coûte beaucoup plus cher parce qu'en fait, ils installent sur place un système de filtre, en fait, qui leur permet de filtrer l'eau au point qu'elle soit potable. Donc c'est une troisième... Enfin, par exemple, ils ont 2 citernes parce que du coup, s'ils veulent être complètement déconnectés, il faut quand même réussir à collecter beaucoup d'eau. Et ils rajoutent ce système de filtre qui filtre les débris, les sédiments, mais aussi toutes les contaminations qu'il pourrait y avoir dans l'eau, en fait. Mais donc là, encore une fois, pour le coup, l'objectif, c'est pas de faire des économies, en tout cas pécuniaires, parce que là, c'est une installation qui coûte cher, en fait. Et donc, c'est la dimension engagement et choix de vivre déconnecté. Dernière question, est-ce qu'il existe des études spécifiques, ethnographiques entre autres, sur la dimension ancestrale des techniques de collecte des eaux pluviales
entre autres dans les régions avec très peu de ressources hydriques, comme un peu ce que tu as cité pour l'Égypte? Alors, j'avais lu quelques travaux, notamment sur l'Iran, parce que pour le coup, en Iran, il y avait des habitations traditionnelles, en fait, qui intégraient des systèmes de collecte des eaux de pluie dans l'architecture même de la maison. Et moi, c'était surtout ça que j'ai lu. Après, je ne sais pas trop en réalité, parce que pour le coup, ici aux États-Unis, donc Tucson, c'est une des villes les plus anciennes des États-Unis, en fait, parce que l'installation humaine, elle remonte à loin. C'est même une des plus anciennes, en fait, d'Amérique du Nord. Et au début, j'avais fait l'hypothèse, en fait, que cette pratique, c'était peut-être le rejeu de pratiques qui étaient déjà mises en place par les populations natives américaines et aussi par les colons mexicains. Parce qu'en fait, Tucson, jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait, c'est une ville mexicaine. Ça rejoint les États-Unis qu'au milieu du 19e siècle. Donc, je pensais que c'était peut-être une pratique des agriculteurs espagnols, en fait, qui étaient là à partir du 16e siècle, qui avaient pu mettre ça en place. Et en fait, ça, c'est très, très peu présent, ce possible héritage, en fait. Donc, je me suis un peu moins intéressée à ces questions-là et j'avais seulement lu, oui, ces quelques articles sur le Moyen-Orient, pour le coup. À vous remercier tous. Je sais pas, un petit mot peut-être avant de partir. Allez, Anise, qu'est-ce que vous avez ressenti à chaud comme ça par rapport à cet échange? Non, j'ai trouvé que c'était intéressant. En fait, moi, j'ai toujours, j'ai toujours très, très peur des conférences comme ça ou des échanges sur Zoom. Et en fait, je trouve que en fait, la pratique du chat, les questions étaient super intéressantes. Donc, en tout cas, pour nous, c'est enrichissant de discuter avec des gens qui ne sont pas dans le domaine de la recherche. Ça, c'est sûr et certain. Merci. Christophe? Moi, j'étais très content de participer, de tous les échanges qu'il y a eu. Pour nous, moi en tout cas en tant que doctorant, là, je trouve que c'est un exercice qui est difficile et en même temps, il est très intéressant parce qu'il nous oblige à prendre du recul sur notre travail et c'est un plaisir de pouvoir en parler de cette manière. Merci beaucoup. Héloïse? Oui, bah déjà, merci, merci à tout le monde. C'était vraiment super. Moi aussi, j'ai bien apprécié ces échanges. Et puis voilà, tout le monde a posé beaucoup de questions. Donc c'était vraiment chouette. Merci à tout le monde. Perrine? Merci. Je vais un peu répéter ce qui a été dit auparavant. Je trouve que ce qui a été super sympa, c'est que vous avez été très réactifs sur le chat et que vous avez plein de questions et que ça nous permet de sentir un peu comment la présentation a été comprise et puis comment le sujet s'inscrit dans vos problématiques. Donc, merci à vous pour vos réactivités et vos questions. Merci. Allez, le mot de la fin à Claire-Lise et Elisabeth. Je vous laisse conclure. Bravo à vous quatre, en tout cas, pour ces présentations qui étaient très intéressantes et qui étaient très pédagogiques. Et puis, merci aux intervenants pour toutes leurs questions, parce qu'effectivement, ça a permis de mettre une bonne synergie entre les sujets de recherche et puis le côté plus appliqué. Et merci Antoine d'avoir organisé ce type de rencontre. On espère pouvoir en faire d'autres pour encore favoriser les échanges et effectivement à la fois la prise de recul pour les gens qui sont dans la recherche, comprendre les questions des opérationnels et puis également pouvoir faire du transfert de connaissances. Voilà, merci beaucoup.